Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver pour cette deuxième partie relative à la théorie des vagues d'Elliott. Nous avons vu dans un premier temps le schéma de base et le principe de la fractalisation. Désormais nous allons aborder les règles d'or et les différents constats que l'on peut faire sur la théorie elliotiste. On va commencer tout de suite par les règles d'or. Alors elles sont au nombre de 3. Ce sont vraiment des règles absolues, des règles rédhibitoires. La violation d'une de ces règles doit vraiment vous inciter à remettre en cause le scénario ou le décompte que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc ce sont vraiment des règles qu'il faut à tout prix respecter, enfin qui doivent être respectées pour que votre décompte soit fiable, soit pertinent. Alors première règle, il faut que la vague 2 ne retrace pas plus de 100% de la vague 1. Alors la vague 2 c'est la première vague de consolidation, celle qui suit l'impulsion en fait, la première vague directionnelle de l'impulsion. Cette vague 2 donc ne peut pas aller au-delà du point de départ, sans quoi ça veut dire qu'on est toujours dans une phase précédente. C'est-à-dire que dans ce cas-là on n'a pas démarré une impulsion mais on est encore dans une phase de consolidation, de correction. Donc il faut vraiment se concentrer sur cette règle numéro 1. Il faut que la vague 2 ne soit pas plus profonde que la vague 1. La deuxième règle, il ne faut pas que la vague 3 soit la plus courte. Alors c'est relativement simple à comprendre. En fait la vague 3 est la vague directionnelle centrale, celle qui représente le cœur de la tendance. Elle est censée matérialiser un certain consensus. C'est là que les professionnels vont rentrer en position, ainsi que le grand public un petit peu plus tard. Il y a donc un certain consensus de marché. Et cette vague-là ne peut pas être vraiment pas être la plus courte, sans quoi ça veut dire qu'on est peut-être en présence d'une variante, d'une vague en extension, mais ça nous en reviendrons un petit peu plus tard, d'ailleurs ça sera dans la troisième partie. Bon, ça veut pas dire que la vague 3 doit être la plus longue forcément, mais elle ne peut pas être plus petite. En tout cas elle peut être plus petite que l'une des deux autres vagues, 1 et 5, mais elle peut pas être plus petite que les deux. Ça c'est vraiment important. Et la troisième règle, c'est que la vague 4, donc la deuxième vague de consolidation, ne peut pas enfoncer en fait le top de la vague 1. Donc il faut qu'il y ait une sorte de gap. Alors on peut très bien venir s'appuyer dessus, mais en gros on ne peut pas avoir le bas de la vague 4 qui vienne enfoncer le sommet de la vague 1. Ça c'est totalement proscrit. En fait, le respect de ces 3 règles doit vraiment vous garantir qu'on soit dans une impulsion. Parce que le fait de ne pas les respecter, on peut très bien finalement être en présence de quelque chose qui est vraiment un petit peu bâtard, qui ne va pas vraiment être dans l'esprit d'une impulsion, l'esprit d'une nouvelle tendance. Si vous allez plus bas que le point de départ au niveau de la vague 2, bon après on peut très bien se retrouver au niveau de la vague 5, on peut très bien se retrouver sur le top de la vague 1, ça aurait aucun sens. De même si on enfonce la vague 4 et qu'on revient sur le bas de la 1, la vague 5 va revenir peut-être sur le sommet de la 1, voire un peu plus haut, mais bon, on sera vraiment pas dans l'esprit d'une impulsion. Donc c'est pour ça que ces règles sont vraiment essentielles pour que votre scénario soit totalement pertinent. Alors il existe d'autres constats, ce ne sont pas forcément des règles absolues, mais ce sont plutôt des choses que l'on constate de manière assez récurrente. Alors le constat numéro 1, c'est que les vagues A et C, donc les deux vagues directionnelles de la phase de correction, sont en général liées en amplitude, et également souvent en timing. Donc soit la vague C représente 100% de la vague A, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolu. On peut très bien être en présence d'un pourcentage de Fibonacci différent. Ça peut être 61,8, ça peut être 161,8, des fois ça peut être 138,2, mais en général c'est vrai que ces deux vagues-là ont tendance quand même à être liées par l'un de ces ratios, mais c'est vrai que c'est souvent le ratio de 100% que l'on peut constater. Le deuxième constat, c'est que le bas de la vague C, donc finalement la fin de la phase de correction, vient souvent au niveau du bas de la vague 4. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est absolu, on peut très bien être un peu en dessous, un peu au-dessus, mais souvent on se retrouve dans le range de la vague 4 et souvent au niveau de son point bas. Donc c'est vrai que le point bas de la vague 4 peut vraiment faire office d'objectif, donc faire office de support si on est dans une phase de correction baissière ou de résistance dans le cas d'une correction haussière.
Le troisième constat que l'on peut établir est le suivant. Souvent, l'une des trois vagues d'impulsion, donc la vague 1, 3 ou 5, est en extension. Alors qu'est-ce qu'une vague en extension? C'est finalement assez simple. C'est lorsque vous avez les sous-vagues de cette vague qui sont comparables en taille et en amplitude aux vagues de degré n+1. Donc concrètement, si l'on regarde ce schéma où l'on a représenté la vague 3 en extension, on a bien les sous-vagues qui peuvent être comparées en taille et en durée aux vagues 1, 2, 4 et 5. Lorsque c'est le cas, on parle de vagues en extension. Si ces sous-vagues ne sont pas comparables aux vagues de degré n+1, c'est simplement qu'on est dans un schéma classique d'une vague normale avec des sous-vagues normales. Alors pourquoi nous avons représenté sur ce schéma la vague 3 en extension? Tout simplement parce que c'est celle qui est le plus concernée par les vagues en extension. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Finalement c'est assez simple à comprendre et nous y reviendrons d'ailleurs plus profondément dans la troisième partie. C'est parce que cette vague 3 représente en quelque sorte le cœur de la tendance. Elle représente un certain consensus de marché. Les professionnels sont rentrés en position. Les particuliers vont rentrer également dans cette vague 3 un petit peu plus tard en position également. Et donc elle représente vraiment le cœur de la tendance, le cœur de l'impulsion. Donc c'est pourquoi elle est plus souvent concernée par les vagues en extension. Alors, je vous ai parlé dans la première partie qu'Elliott avait intégré le nombre d'or et les nombres de Fibonacci à sa théorie, à sa méthodologie. Il en ressort, il en découle un certain nombre également de constats. Alors, ce ne sont pas des règles absolues, une fois de plus, ce sont plutôt des choses que l'on constate de manière empirique qui ont plutôt bien fonctionné dans le passé. Alors en ce qui concerne la vague 2, on observe souvent que cette vague 2 retrace un pourcentage assez important de la vague 1, de l'ordre de 50% à 61,8%. Donc c'est comme un retracement assez fort. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas encore vraiment un consensus de marché lorsque la vague 1 se met en place. Ce sont vraiment quelques mains fortes qui interviennent. Et pour l'instant, cette vague 1, on ne sait pas si c'est vraiment le retournement de marché ou simplement une phase de correction au sein d'une tendance initiale. Par conséquent, on a souvent donc la vague 2 qui se met en place et qui vient retracer un bon pourcentage de la vague 1. A l'inverse, la vague 4, vu qu'elle suit la vague 3 qui est la vague qui est là, au cœur de la tendance, qui représente le consensus, cette vague 4 en général ne va pas retracer un pourcentage très très fort de la vague 3. Souvent c'est de l'ordre de 38,2, on revient sur le premier gros retracement, et dans certains cas sur le 50, mais on va rarement au-delà. Alors il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération également lorsque l'on est amené à travailler avec la théorie des vagues d'Elliott, c'est la notion de règle d'alternance. Souvent, et donc là ça concerne évidemment les vagues de consolidation de la phase d'impulsion, on a souvent une alternance de la forme, de la durée, de l'amplitude de ces vagues de consolidation 2 et 4. Donc, par exemple, si la vague 2 est profonde, la vague 4 aura tendance à être relativement plus profonde en amplitude. Bon, là, c'est ce que l'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de voir avec les différents ratios de Fibonacci. En termes de complexité également, si la vague 2 est une vague 2 simple, dite en zigzag, donc zigzag c'est quoi? C'est tout simplement la phase de correction en 3 temps qu'on a pu voir dans le schéma de base dans la première partie. Si donc cette vague 2 est en zigzag, on aura peut-être plutôt une vague 4 qui va prendre une forme complexe. Nous reviendrons d'ailleurs là-dessus dans la troisième partie de cette formation. Et également durée, lorsque vous avez une vague 2 qui est brève, la vague 4 aura plutôt tendance à être longue. Et inversement, si vous avez une vague 2 qui est longue, la vague 4 sera peut-être plus brève et plus rapide à se mettre en place. Donc voilà pour cette deuxième partie consacrée à la théorie héliottiste, et donc en particulier aux règles d'or et aux constats. Je vous dis à tout de suite pour la troisième partie consacrée aux variantes. Et si vous souhaitez vous arrêter là, je vous dis à très bientôt sur ATChart pour de nouvelles formations en vidéo.